Du 1er au 24 décembre, retrouvez sur mon site un calendrier de l'Avent qui vous présentera de nouvelles factions comme les Légions des Dunes, le Duché d'Outre-Tombe, les Orques et les Tribus Ogres. Alors en quoi ça consiste? Chaque jour, vous avez un lot de produits imprimés en 3D achetés qui est égal à un cadeau en plus et vous allez voir que ça risque d'être très avantageux. Vous allez découvrir des unités ultra stylées comme des chevaliers de sang dragon, le sorcier crache-feu ogre ou encore les orques sombres. Oui, bon, vous doutez bien que je n'allais pas utiliser les mêmes noms. Allez, je suis sympa, pour commencer le 1er décembre, vous pourrez acheter 20 guerriers orques et obtenir gratuitement 10 archers orques. Alors comment ça fonctionne? Vous ajoutez les 20 guerriers orques au panier, vous réglez et vous attendez de recevoir le colis pour bénéficier en plus de vos 20 guerriers, vos 10 archers. Par contre, soyez rapide parce que chaque jour c'est un nouveau produit qui vient avec son nouveau cadeau et qui donc ne sont disponibles que 24 heures. Je vous conseille de me rejoindre sur ma chaîne YouTube secondaire et mon TikTok pour être informé des nouveautés du jour. Je vous conseille grandement mon TikTok d'ailleurs parce que là-bas, ça m'arrive très régulièrement de poster des vidéos où je vous parle des impressions et où je vous les montre. Il y a d'ailleurs un petit avant-goût de l'armée du Duché d'Outre-Tombe qui arrivera début d'année prochaine, en parallèle des autres armées que vous allez découvrir pour ce mois de décembre. Donc n'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez que rien ne vous échappe pour ce calendrier de l'Avent. Sachez que pour l'événement, j'ai quand même racheté une nouvelle imprimante, donc s'il vous plaît, ne me faites pas flop. Non, je blague. Dans tous les cas, elle me servira pour un autre projet, vous allez voir. Ah oui, et pour ceux qui l'ont raté et qui l'attendaient, sachez que depuis la dernière vidéo, le royaume de Chouane est disponible pour ceux qui veulent se créer une armée bretonienne pour The Old World. Vous retrouverez comme d'habitude le coffret traditionnel à 100€ et ses dizaines d'options possibles. Et d'ailleurs, si le hobby vous intéresse et que vous souhaitez en discuter, moi je vous conseille de venir sur le Discord. On est pas mal à parler régulièrement là-bas et c'est là aussi où vous pouvez suivre l'avancement de votre commande avec des photos. L'histoire de la Bretonie est ancienne. Les premiers Roms à y mettre le pied l'ont fait 1000 ans avant la naissance de l'Empire, mais se sont établis en un Royaume-Uni quasiment 1000 ans après. Il fallut qu'un homme, après que son peuple eut à affronter pendant des siècles les peaux vertes qui descendaient sans fin des montagnes, les hommes bêtes ou encore les Norses, décide de prendre en main le destin des hommes qui habitaient les terres de l'Ouest. Cet homme, Gilles le Breton, est le premier roi unificateur du royaume de Bretonie et l'ancêtre, vous allez le voir, de rois tous plus courageux et honorables les uns que les autres. Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. On ne sait pas grand-chose des débuts de Gilles le Breton. C'est évidemment un membre de la grande ethnie des Bretonies et on le soupçonne d'être un noble puisque sa famille, originaire du pays de Bastogne, est à l'origine de l'alliance avec le pays de Lyonesse entre sa sœur Rosalinde et Thierry. Le premier fait d'armes de Gilles fut son affrontement face au dragon Smergus qui avait dévasté son pays et les alentours du château de Bastogne. On raconte que son courage et son honneur furent si grands qu'il n'eut jamais pris peur de la créature, que ça soit entre le moment où il lui fit face et le moment où il chargea son abdomen vulnérable au beau milieu des flammes causées par la créature. On raconte qu'il fallut plusieurs heures de dur labeur avec l'aide du forgeron de la ville avant que Gilles, une fois la bête abattue, n'arrive à détacher l'immense tête du dragon du reste de son corps. À partir de ce moment, le dragon est devenu partie intégrante de l'héraldique personnelle de Gilles et de Bastogne. Tous ceux qui furent témoins du triomphe de Gilles ce jour-là savaient qu'il était désormais considéré pour la grandeur de son acte, mais aucun d'entre eux ne se doutait qu'un jour tous les Bretonies s'allieraient sous les couleurs du jeune chevalier. C'est en 975, désormais célèbre sur les terres des Bretonies pour avoir tué Smergus plus de 20 ans plus tôt, qu'il hérita du trône de Bastogne après la mort de son père, qui a combattu sans relâche les orques. Et Gilles, à peine remonté sur son fidèle destrier et refusant de céder sa terre face aux hordes barbares des peaux vertes, et pour continuer l'œuvre de son père, mena une contre-attaque contre les nuées vertes et les éradicats de la région. Et c'est à ce moment-là que des visions commencèrent à parler à Gilles des innombrables ennemis prêts à détruire les terres de ses congénères. Unissant ses forces à celles de son ami Thierry et du célèbre seigneur landouin de Moussillon, il se prépara pour une campagne d'une ampleur exceptionnelle. Le matin de la bataille, une vision fantomatique leur vint. Une jeune fille d'une beauté resplendissante et d'un pouvoir féerique surgit du lac duquel ils campaient dans la forêt de Châlons.
Les chevaliers savaient très bien que la sublime apparition n'était pas une créature mortelle, car pas une ondulation ne troublait les eaux. Elle bénit Gilles en chantant sa bannière de son effigie avant de leur proposer de boire dans un magnifique calice d'or. Les corps des compagnons furent aussitôt imprégnés d'une force et d'une lumière surnaturelle. Leurs yeux brillaient d'une flamme allumée de l'intérieur et leurs armes et armures brillaient d'un nouveau pouvoir. Et c'est ainsi que Gilles, Landouin et Thierry gagnèrent la sainteté pour devenir les premiers chevaliers du Graal. Fort de ce nouveau pouvoir, Gilles le Breton, Thierry de Lyonesse et Landouin de Moussillon menèrent leurs chevaliers à la charge contre une nombreuse armée de peaux vertes et séparèrent la marée grâce à la force de frappe de leur armée, tuant par la même occasion de nombreux ennemis. Les orques se trouvèrent alors piégés entre les Bretonnies et le grand océan et la plupart se noyèrent. Peu de ces créatures échappèrent à la fureur des chevaliers bénis et les terres furent ainsi sauvées. Gilles déploya alors l'étendard de la Dame sur un grand monticule de morts et le peuple se réjouit aussitôt. C'est ainsi que Gilles remporta la première de ses célèbres 12 grandes batailles. Lui et ses compagnons étaient partis pour sauver le pays et remportèrent chacune des victoires qu'ils engageaient. Selon la chanson de Gilles, les tribus orques et gobelines conspiraient pour vaincre les Bretoniens et les réduire en esclavage. Les peaux vertes frappèrent tous les duchés simultanément pour qu'aucun duc ne puisse venir en aide à un autre, et ces derniers eurent tout juste le temps de rassembler leurs courageux chevaliers pour défendre leurs terres. Il faudra attendre la 6e grande bataille pour que l'élan de Gilles soit stoppé, quoique temporairement. Au pays de Montfort, à l'est, ils virent l'imposant seigneur Martrude et ses proches donner tout ce qu'ils pouvaient pour repousser une douzaine de tribus de féroces gobelins de la nuit qui jaillissaient du flanc de la montagne, au lieu que l'on connaît comme le col du défilé de la hache, comme un flot noir et inarrêtable qui était, à force de sanglantes batailles, recouvert de corps sans vie. Ils étaient 1000, peut-être plus, à recouvrir l'étroit passage. Les compagnons chargèrent dans la marée vêtue de noir et combattirent avec acharnement jusqu'à ce que Gilles soit transpercé par un projectile lancé par une arme de siège. En pleurant, les compagnons portèrent leur seigneur blessé au château de Montfort. Ils ont passé la nuit dans le chagrin et le désespoir, alors que les chirurgiens proclamaient que Gilles était sur le point de mourir. Pourtant, la dame était avec Gilles, et alors que l'aube se levait, le héros meurtri saisit la tige du carreau avec un grand rugissement et la retira lui-même de sa poitrine, d'où la lumière coulait à la place du sang. Gilles paraissait comme un guerrier divin, à la limite du demi-dieu, et repartit de cet élan à la guerre, faisant fi de sa blessure, qui était en réalité et contre toute attente, totalement superficielle. En fin de compte, Gilles réussit à unir les Bretonnies sous une seule bannière et à en faire le royaume de Bretonie, qui tire son nom, comme vous l'avez compris, des tribus qui le peuplent. En l'an 979 du calendrier impérial toujours, après la 12e et la plus grande bataille, les compagnons se réunirent dans le royaume d'Artois. Ici, les duchés furent créés et le calendrier bretonien fut introduit. Chacun des grands seigneurs de Bretonie était nommé duc et ils prêtèrent tous serment de fidélité à Gilles en tant que chef des batailles. En l'an 995 du calendrier impérial, ou en l'an 17 du calendrier bretonien, devrais-je désormais dire, on raconte que les terres de Bretonie redevinrent sûres, et on raconte que par conséquent, Gilles, véritable dieu de la guerre, n'eut à ce moment plus sa place en ce monde. Il est finalement mis à terre par un projectile lors d'un duel contre l'un des seigneurs orques des montagnes grises, près des limites de la forêt de Lorraine. Alors qu'il est sur le point de trépasser, il a une dernière vision de la dame, et ses hommes le conduisent à un lac tout proche. On le plaça alors sur un bateau, et il partit servir la dame du lac pour l'éternité. On dit qu'il reviendrait en Bretonie lorsque le royaume connaîtra ses heures les plus sombres pour secourir son peuple une fois de plus. Avec la mort de Gilles, le pays se trouva orphelin d'un roi, sans règle établie pour en choisir un nouveau. Les deux chevaliers errants qui étaient avec Gilles lorsqu'il avait été emporté par la fée enchanteresse racontèrent tout de ce qui s'était passé devant une assemblée regroupant tous les ducs et chevaliers du Graal de Bretonie. Certains entreprirent une quête vers le lac pour retrouver Gilles, mais ne rencontrèrent que la fée enchanteresse qui leur permit d'apercevoir un chevalier à l'apparence irréelle chevauchant dans les clairières autour des berges du lac et qui, leur dit-elle, était Gilles. Ils repartirent alors et ces ducs et chevaliers se rassemblèrent à nouveau pour décider d'élire un nouveau chef.
Les chevaliers errants qui avaient accompagné Gilles furent reconnus chevaliers à part entière en reconnaissance du noble rôle qu'ils avaient joué en aidant Gilles dans son ultime quête, et dont l'un d'eux n'était autre que Louis, le fils unique de Gilles, né dans de mystérieuses circonstances dont on murmurait qu'il était le fils de la dame en personne. Louis devint duc de Bastogne, l'ancien duché de son père, et en tant que tel, un puissant chef de guerre. Certains proposèrent Louis, mais d'autres objectaient son âge, estimant que la couronne devait revenir à l'un des compagnons du Graal. Landouin de Moussillon, Thierry de Lyonesse et Marcus apparaissaient comme les meilleurs candidats. Le Grand Conseil s'accorda sur le fait que seul un homme ayant reçu les faveurs de la Dame du Lac en personne, ayant bu dans son calice, pouvait devenir roi de Bretonnien, ce qui sembla mettre un terme aux espoirs de Louis. Mais au lieu de cela, il se leva et annonça qu'il allait partir en quête du Graal et boire à la coupe, et fut le premier chevalier de Bretonnien à se lancer de lui-même dans cette quête. Il demanda aux seigneurs Landouin, Thierry et Marcus d'officier comme régent jusqu'à son retour, et le conseil prit fin quand les trois ducs acceptèrent. La décision héroïque et honorable de Louis lui valut, à travers toute la Bretonnien, le surnom de Louis l'Impétueux, et les récits relatant ses exploits affluèrent de tout le royaume. Louis se rendit au lac sacré où était apparue pour la première fois la Dame du Lac. Il parcourut ses rives pendant plusieurs jours, mais la dame ne se montra pas. À la place, des rêves et des visions lui soufflèrent de chercher ailleurs. Il lui fut révélé qu'il existait à travers toute la Bretonnien de nombreux autres lacs et lieux sacrés où la dame pouvait apparaître, et que son destin était de la retrouver dans l'un de ces lieux. Louis disparut ainsi pendant plusieurs années, durant lesquelles les chevaliers du Graal, aidés des ducs de Bretonnien, maintinrent une pression constante sur les orques et les gobelins, honorant leurs vœux et laissant de côté leurs ambitions personnelles. En fait, quiconque avait d'ailleurs bu au Graal était incapable de pensée ou d'actes malveillants et n'aurait jamais envisagé de s'approprier le pouvoir ou les terres de ses voisins. En l'an 23, Louis se présenta de nouveau à la cour. Il entra étincelant de lumière et chevauchant un noble cheval de bataille dans la grande salle du château de Couronne où les ducs et les chevaliers s'étaient rassemblés pour les fêtes du solstice d'hiver. Nul ne put réfuter qu'il avait trouvé le Graal et bu son eau. Il portait en effet de curieuses armes enchantées, récompense de la dame et une antique couronne dorée. Louis fut donc accueilli en roi sans conteste. Dans les jours qui suivirent, Louis, un groupe de ducs et de chevaliers, chevauchèrent jusqu'au lac de la Fée Enchanteresse pour lui demander la signification de la couronne d'or. Lorsqu'elle apparut enfin, elle déclara que c'était la couronne de Bretonnien, qu'elle devait être portée par le roi et que la Dame du Lac avait choisi Louis, fils de Gilles, pour être ce roi. Louis et les chevaliers retournèrent à Couronne avec la Fée Enchanteresse, et quelques jours plus tard, celle-ci posait la couronne d'or sur le front de Louis et tous les ducs et les chevaliers lui rendirent hommage comme premier ou deuxième roi de Bretonnien. Puis tous prêtèrent serment d'allégeance envers Louis, la Dame du Lac et le Graal sacré. L'un des premiers actes de Louis en tant que roi fut de rassembler les anciennes traditions chevaleresques sous la forme d'un vrai code de chevalerie. La dévotion envers la Dame du Lac devint une part fondamentale de ce code et sa propre aventure servit de modèle à tous les chevaliers de la quête qui suivirent. À travers toute la Bretonnien, les chevaliers du Graal avaient raconté l'histoire de la Dame du Lac et certains avaient bâti des chapelles en son honneur sur leur domaine. Les chevaliers errants lui adressaient déjà des vœux de dévotion et certains quittèrent même leurs châteaux et domaines pour se lancer dans leur propre quête du Graal. Un élan religieux traversa la Bretonnien, encouragé par le nouveau roi. Ceux qui remplissaient leur quête devenaient des chevaliers du Graal et formaient l'élite du pays, remplaçant petit à petit les compagnons du Graal qui disparaissaient les uns après les autres. Louis approuva aussi les ducs dans leurs domaines respectifs comme loyaux vassaux. Chacun reçut la charge de protéger les frontières du royaume ou de reconquérir les dernières enclaves pauvertes. La Bretonnien n'était alors pas aussi grande qu'aujourd'hui et de vastes régions, faisant maintenant partie du royaume, étaient encore à reconquérir, surtout au nord du pays où de puissantes tribus orques résistaient férocement dans les collines appelées les Sœurs Pâles, ainsi qu'à l'extrême nord des montagnes grises, la plus grande partie de la forêt d'Ardennes, bien plus étendue alors qu'actuellement, et aussi les hauts plateaux du massif d'Orquemont qui étaient toujours infestés d'orques. Ce n'est qu'au cours du règne de Guillaume que ces tribus furent vaincues. Alors que ces guerres faisaient rage, le reste de la Bretonnien commença à prospérer comme jamais auparavant.
Guillaume était le troisième roi de Bretonie et par extension, évidemment, un chevalier du Graal, dont les exploits ont été transformés en contes et chansons célèbres. Là, il y a sûrement quelque chose qui vous a peut-être interpellé si vous aviez regardé les dates des différents rois et de leur règne. En effet, entre le début du règne de son père, Louis l'Impétueux, parce que oui, du coup, Guillaume est le petit-fils de Gilles le Breton, il y a 120 ans qui séparent les deux règnes. Comment peut-on expliquer ce genre de choses ? C'est assez simple, et d'ailleurs je vais ouvrir une petite parenthèse. On me l'a d'ailleurs expliqué à plusieurs reprises dans ma vidéo sur les souverains du Vieux Monde pour l'époque de The Old World, que je ne peux que chaleureusement vous recommander si vous ne l'avez pas encore vu. Mais en gros, les chevaliers du Graal, donc les rois de Bretonie, acquièrent une longévité supérieure, d'où le fait que Louis l'Impétueux a régné tout de même un certain temps, peut-être 80, peut-être 100 ans. Et ça, c'est dû simplement au fait que ces personnages-là sont imprégnés de la magie donnée par la Dame du Lac. Et donc, comme celle de Gilles, longue est la chanson de Guillaume, car dans sa jeunesse, il brûlait d'une soif insatiable d'aventure et passa de nombreuses années à explorer les terres dont il hériterait un jour, chevauchant depuis les falaises blanches de Lyonesse au nord jusqu'aux montagnes grises au sud, étant pendant cette période l'auteur de nombreux actes héroïques. Et d'ailleurs, vous connaissez sûrement la chanson de Gilles, déjà bien longue des louanges qu'on lui porte, il n'a jamais été résolu, de manière satisfaisante, laquelle entre celle de Gilles ou de Guillaume est la plus longue. Dites-vous qu'il y a au moins 332 couplets qui la composent, et ce 332e couplet d'ailleurs raconte comment Guillaume est tombé par hasard sur une bande d'orques attaquant les elfes sylvains d'Athel-Lorraine sur les terres vallonnées non loin du massif d'Orquemont. Sans se soucier de sa propre sécurité, le jeune prince intrépide chargea directement dans la mêlée, annihilant 5 orques de sa lance dès la première attaque. Dans la lutte sanglante qui suivit, Guillaume et les elfes sylvains finirent par chasser les peaux vertes. Les elfes étaient ainsi reconnaissants envers leur sauveur car l'un des leurs était Éoth, un prince de leur espèce. Et en remerciement pour son aide, les elfes offrirent à Guillaume un poulain blanc pour remplacer son cheval de guerre qui avait été tué au cours de l'intense bataille. En un an, le poulain blanc était devenu un magnifique étalon, plus grand et plus beau que n'importe quel cheval de Bretonie. Il s'appelait non pas Orion, mais Oriel, et au combat, il était comme un vent furieux, si fier et si bestial que les ennemis du roi couraient avec terreur à la simple vue du cheval massif et de son redoutable cavalier en maille. Depuis lors, les plus grands étalons blancs montés par les rois bretoniens remontent au puissant destrier de Guillaume. En l'an 164, dernier fait d'armes connu du roi Guillaume, il défait cette année-là une horde d'orques à la bataille d'Amandur et les poursuit jusqu'aux frontières de la Bretonie, n'en épargnant aucun. D'ailleurs, c'est là que Thierry de Lyonesse, l'ancien et le dernier des compagnons du Graal de Gilles, dont la vie était prolongée, comme j'ai dit, par la magie de la Dame, meurt finalement au combat. Puissant chevalier du Graal et roi en l'an 267 depuis on ne sait combien de temps et pour une durée inconnue, l'acte le plus remarquable du roi Baudouin s'est produit en 267 lorsqu'il combattit et tua le féroce dragon Mergast. Une grande fresque dans la cathédrale de Bastogne, qui contient d'ailleurs les codes de chevalerie créés par son prédécesseur Louis l'Impétueux, commémore cet acte héroïque qui lui donnera d'ailleurs le nom de tueur de dragons. 15e roi de Bretonie, Louis était le deuxième né de sa famille. Tandis que son frère aîné hériterait du titre de duc, Louis se consacrait à la quête du Graal et rejoindrait les rangs des chevaliers du Graal. Louis était un puissant guerrier, redoutable et un grand leader, pur, sensible, dévoué et loyal. Sa présence était telle qu'il inspirait aux hommes des actes d'héroïsme sans précédent depuis l'époque de Gilles le Breton lui-même. C'est Louis qui organisa les croisades contre l'Arabie aux côtés de son frère, le duc d'Aquitaine. Il mena d'ailleurs les forces de Bretonie dans les déserts brûlants d'Arabie. Les innombrables armées du sultan Jafar ne purent résister à la puissance de la Bretonie et des milliers de personnes tombèrent sous les charges fracassantes des puissants chevaliers. Même les conditions difficiles du désert ne purent perturber Louis et son armée, et le sultan fut finalement vaincu et l'armée de Louis retourna en Bretonie avec honneur et fortune. Malgré cette grande victoire, peut-être le savez-vous,
Mais Louis était profondément attristé car son frère, l'un des plus grands chevaliers de Bretonnie et héritier inconditionnel de ce royaume, avait été transformé en un immonde vampire lors de leur croisade par Aborash lui-même, le fondateur d'une des célèbres lignées vampiriques, les Dragons de Sang. Louis pleurait son frère, sachant que l'homme bon et honorable qu'il avait connu était mort. Le duc rouge, comme on l'appelait maintenant, a semé le naufrage et la ruine sur ses anciennes terres sans faire de quartier et en utilisant les morts pour forger une armée de guerriers zombifiés. Louis trouva du réconfort auprès d'une prophétesse connue sous le nom d'Isabeau qui lui conseilla d'affronter le vampire afin de mettre un terme aux ravages qu'il causait depuis trop longtemps. La bataille de Serenfield fut longue et brutale. Inutile de dire cependant qu'aucune créature mort-vivante ne put résister au roi et aux chevaliers du Graal qui ne craignaient pas les esprits des défunts. Louis chevaucha au cœur de la bataille, brisant des visages déformés avec sa lance et brisant les os décharnés avec les charges de sa monture. Pendant des heures, il s'est battu, abattant de puissants revenants et détruisant des hordes de lanciers squelettiques et de zombies pourrissants. Contre cette mer de non-vie, Louis combattit jusqu'à ce que finalement ses ennemis s'arrêtent pour laisser leur place à leur chef. Louis regarda son frère les larmes aux yeux et jura de le vaincre, non pas pour détruire la personne de son frère et ou d'usurper le trône de Bretonnie, mais pour venger son frère de la forme qui avait pris possession de son corps. Lors de l'impact de la charge, le duc rouge chancela de sa selle. Louis enfonça sa lance dans le plastron de la créature, le déchirant comme s'il s'agissait d'un vulgaire parchemin. Il faut le rappeler, mais le duc rouge était le plus puissant chevalier de sang que le monde ait connu depuis Aborash lui-même, peut-être même était-il l'équivalent de Valacarcon. Le corrompu duc d'Aquitaine fut soulevé de sa selle, le cœur transpercé. Le roi Louis fit léviter le vampire en difficulté du bout de sa lance, répétant encore et encore son vœu de ne pas tuer son frère, mais d'éradiquer l'impureté qui l'emparait. Après la défaite de son frère, Louis refusa de brûler son cadavre par respect. Mais malgré les prêtresses de la dame et même ses propres seigneurs qui l'exhortaient à détruire complètement le corps du duc, la volonté du roi faisait loi. Le corps du duc rouge n'a pas été livré aux flammes, mais a été emporté hors du champ de bataille. Une grande tour de marbre fut érigée et dans le pilier fut placé le corps du vampire. La prophétesse Isabeau a mis en garde contre le fait d'honorer une chose qui s'est transformée en mal et qui sema une telle horreur sur le pays, mais ces paroles sont tombées dans les oreilles indifférentes de Louis. La douleur du roi fut grande. Ce n'est qu'en rendant hommage à son ennemi mort qu'il pourrait alléger le fardeau de son cœur. Mais cette cérémonie fut une erreur puisque dans 500 ans, on allait réentendre parler du duc rouge. À son retour au château d'Aquitaine, Louis ordonna également de rayer le vrai nom du duc rouge de tous les documents afin que la terrible honte soit oubliée et que les proches du duc rouge puissent vivre sans se rappeler constamment du mal qui portait autrefois leur nom. Dans la Bretonnie moderne, toute association familiale entre le roi et le duc rouge est d'ailleurs complètement oubliée. Des générations de ducs ont supprimé toutes les histoires, les documents et les monuments qui mentionnaient l'ancien nom et le lien du duc rouge avec la Bretonnie et sa royauté. Les descriptions suivantes des rois qui s'étalent sur 400 ans sont très pauvres et par conséquent on ne connaît d'eux que quelques faits d'armes et qui par chance sont datés et qui nous permettent de savoir le monarque qui règne en telle ou telle année. Le roi Jules a pris part en l'an 600 du calendrier impérial au tournoi de Guyenne contre les elfes sylvains d'Ateloren, là où il vainquit un de ses seigneurs lors d'une joute. La bataille de Castellet se déroula lorsque des pirates venus d'au-delà des mers attaquèrent l'Anguille et furent massacrés par le roi Philippe le Fort ainsi que son armée de 10 000 hommes. Louis le Brave a été tué par le seigneur du chaos Akrim, chef de la bande des preneurs de crâne. Fils du roi Louis le Brave, Louis le Jeune fait chevalier Repense de Lyonesse et la fait duchesse du même duché, donc le duché de Lyonesse. Ici, nous avons passé en revue tous les souverains de Bretonnie connus de l'année 1 à l'année 1029 du calendrier bretonien. Dans le prochain épisode, nous verrons les prochains rois qui ont régné sur le royaume de Bretonnie jusqu'à la terrible époque de la fin des temps. En attendant, je vous donne rendez-vous le 1er décembre sur mon site pour le calendrier de l'Avent, mais aussi sur ma chaîne secondaire et sur TikTok. Sur ce, à bientôt.